nous sommes aujourd'hui avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Elisabeth Pinault, correspondante de Reuters à l'Élysée et à Matignon. Bonsoir. Bienvenue et bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors l'actualité politique de la semaine, c'est évidemment le remaniement ministériel en France. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez toutes les deux plus ou moins choisi comme image politique de la semaine. On va commencer avec vous, Elisabeth. Moi, j'ai choisi la passation de pouvoir, ce moment, ce changement de génération, ce moment où Gabriel Attal est véritablement devenu Premier ministre de la France à 34 ans, avec Elisabeth Borne, qui, après 20 mois de bons et loyaux services, sans éclat, elle l'a dit elle-même, laisse la place à un coup politique qui est cette nomination de Gabriel Attal. Vous dites ce changement de génération, 34 ans, c'est pas un peu jeune quand même pour être Premier ministre? C'est inédit, c'est 3 ans de moins que Laurent Fabius, qui avait le record jusqu'à présent. C'est évidemment l'une des motivations d'Emmanuel Macron, c'est de vouloir surprendre, c'est l'audace, c'est la jeunesse. Évidemment, c'est un bon élève de la Macronie, Gabriel Attal. C'est un peu une surprise, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a du talent, qui a un vrai talent politique, une gourmandise politique qu'on a pu observer quand on le côtoie de près comme nous, notamment quand il était porte-parole. On voyait très bien que c'était quelqu'un qui en veut, comme on dit, et on voit que ça ne lui fait pas peur. Ses premiers pas montrent qu'il est quand même assez à l'aise, en tout cas pour la partie communication, punchline, clarté, une forme d'autorité qu'il a montré quand il était à l'Éducation nationale. Voilà, évidemment, tout reste à faire. Matignon, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas le porte-parole, c'est bien sûr un autre niveau et tout reste à démontrer. Et vous, Perrine, votre image, elle concerne Elisabeth Borne. Oui, j'avais quand même envie de dire un petit mot sur Elisabeth Borne qui s'en va après 20 mois de bons et loyaux services, effectivement. Et j'ai trouvé intéressant son discours lors de la passation de pouvoir. J'ai même trouvé que c'était son discours le plus politique de ces 20 mois. Pour une fois, elle avait des accents qui étaient d'une part un peu personnel, un peu sincère. Elle a redit un mot sur les femmes, sur leur carrière, etc. Mais surtout, il y avait une dimension assez sociale, assez ancrée à gauche, d'où vient Elisabeth Borne, parce qu'à l'origine, elle est certes une technocrate, mais elle vient plutôt d'une famille de gauche. Et j'ai trouvé qu'il y avait des accents assez politiques. Et surtout, elle a bien insisté sur le fait qu'elle allait retourner siéger à l'Assemblée nationale. Et j'ai trouvé cette partie particulièrement importante parce qu'elle sous-entendait qu'il allait falloir compter sur elle et donc sur un pôle de gauche au sein de la majorité présidentielle. Elle ne va pas être la seule à retourner sur les bancs de l'Assemblée nationale, sans doute également l'ex-ministre des Transports Clément Beaune, qui incarne lui aussi l'aile gauche de la Macronie. Et il va falloir compter sur eux. On sait qu'à l'Assemblée, la majorité présidentielle n'a qu'une majorité relative. Donc toute la tâche pour Gabriel Attal va être d'éviter que se constituent à l'Assemblée des frondeurs, comme sous François Hollande. Et donc, ça va être un test pour l'habilité politique du nouveau Premier ministre. Alors, Emmanuel Macron a quand même proposé à Elisabeth Borne de prendre les rênes du ministère des Armées, ce qu'elle a refusé. Elle a eu raison de refuser. Ça aurait été une façon quand vous sortez de Matignon, vous n'allez pas rétrograder. J'ai trouvé que c'était quand même pas très sympathique. On ne sait pas d'ailleurs si c'est une vraie proposition ou si c'est une simple rumeur, mais quand vous sortez de Matignon, c'est très difficile d'être rétrogradée. Elle ne va pas devenir la ministre de son ancien ministre. Tout ça est quand même un peu complexe et pas très sympa pour Elisabeth Borne. En effet. Alors, je voudrais qu'on revienne également sur cette ascension fulgurante de Gabriel Attal. Vous parliez tout à l'heure, Elisabeth, de coup politique. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette ascension? Vous disiez il est brillant, mais qu'est-ce qui, dans son parcours, fait qu'il ait réussi à se hisser si jeune et si rapidement à ce poste qui reste quand même très convoité? Alors, c'est une personnalité particulière, Gabriel Attal. Joli lapsus. Il est arrivé dans la Macronie très tôt, après avoir commencé au Parti socialiste. Donc en fait, il avait à peine 20 ans, il était déjà ancré en politique. Même, je crois qu'il y a des petits films qui circulent de quand il était enfant, on le sentait déjà, ses petits camarades l'appelaient il sera président un jour. Voilà, donc il y a quand même quelque chose d'ancré en lui, un amour de la politique qui vient de loin. Donc il a commencé au Parti socialiste. On l'a connu, moi je l'ai rencontré à ce moment-là quand il était conseiller de Marisol Touraine, qui était au ministère de la Santé sous François Hollande. Et puis ensuite, très vite, il est arrivé dans les pas d'Emmanuel Macron dès 2016. Et il a été très vite l'un des porte-parole de la campagne. Donc voilà, il est entré, c'est vraiment un macroniste du premier jour, comme d'autres. Mais en tout cas, lui, il s'est fait remarquer par un talent, une gourmandise politique, une façon de parler très claire. Et puis, il s'est vraiment révélé comme porte-parole. C'était un bon porte-parole. C'est jamais très facile comme posture. Il faut être omniscient, il faut avoir réponse à tout. On est souvent déstabilisé.
l'autorité, et il a montré qu'il était quand même doué pour ce rôle-là. Et puis quand il a été ministre des Comptes publics, donc là on l'a moins vu, mais il a compris un peu les rouages de Bercy. Et puis ensuite, comme ministre de l'Éducation nationale, là il a vraiment basculé dans autre chose, dans un ministère important. Il a montré de l'autorité en interdisant par exemple la baya, et puis il s'est tout de suite montré populaire dans les sondages. Il a grimpé dans les sondages, et c'est là-dessus, sur cette vague, qu'a surfé Emmanuel Macron en le nommant. Effectivement, il est très populaire dans les sondages. Est-ce qu'il peut servir peut-être de bouclier politique à Emmanuel Macron face au Rassemblement national en vue des européennes de juin? Ce qui est important pour Emmanuel Macron, c'est de donner vraiment un nouveau souffle à ce second quinquennat qui était particulièrement enlisé. Donc il avait vraiment besoin de faire ce coup politique en nommant quelqu'un qui n'était pas du tout attendu à ce poste à Matignon. Donc c'est d'abord un coup politique. C'est un coup de communication, donc, en nommant par ailleurs quelqu'un qui sait très bien faire de la communication politique. Gabriel Attal est extrêmement fort dans ce domaine. On l'a vu à l'Éducation nationale. Il y a passé juste quelques mois, mais effectivement, son bilan a très vite été inscrit dans la tête des Français. Quand vous parlez aux gens, on dit c'est dommage qu'ils partent déjà de l'Éducation nationale parce qu'il avait fait plein de choses. Donc il a su vraiment communiquer avant même de faire les choses. Donc c'est un coup politique, un coup de com', et c'est effectivement une façon aussi de contrer le Rassemblement national qui est déjà très haut dans les sondages pour les élections européennes. Donc il fallait quelqu'un qui soit habile en communication politique à la tête de Matignon et à la tête de la majorité présidentielle, puisqu'on sait que les 5-6 mois qui arrivent, le temps de cette campagne européenne, vont être extrêmement politiques, et le Rassemblement national a déjà 10 points en moyenne de plus que la majorité présidentielle dans les sondages. Donc il fallait quelqu'un de jeune, à l'image de Jordan Bardella qui mène cette campagne pour le RN. Justement, vous disiez, Perrine, cette idée de nouveau souffle peut-être pour la Macronie et pour l'exécutif français. Gabriel Attal, il doit prononcer cette semaine sa déclaration de politique générale. Tradition française face aux parlementaires. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce discours? Est-ce qu'on a déjà une idée de quelles vont être les grandes directions, les grands caps et les grandes priorités? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est si Emmanuel Macron va parler ou pas avant Gabriel Attal. Ce qui semble être le cas, exactement, puisque demain soir, Emmanuel Macron reçoit d'abord les parlementaires de la majorité présidentielle, et normalement, mardi, le chef de l'État s'exprime. Donc avant le discours de politique générale de Gabriel Attal, ça s'était déjà passé comme ça en 2007 avec Édouard Philippe. Emmanuel Macron s'était déjà exprimé devant les parlementaires au Congrès, et puis après, Édouard Philippe avait fait son discours de politique générale. Et à ce moment-là, on avait vu le partage des tâches, c'est-à-dire que Macron avait fait un discours pour se projeter sur l'ensemble de son quinquennat, et le Premier ministre avait fait à l'Assemblée nationale un discours beaucoup plus concret sur les différents textes, les différentes mesures qui allaient être mises en avant et être prises dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on peut peut-être sans doute attendre cette répartition des rôles dans les prochains jours entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Alors revenons également sur les entrants et les sortants au sein de ce nouveau gouvernement qui a été mis sur pied par Gabriel Attal. Sur ceux qui restent d'abord, je voudrais qu'on parle de Gérald Darmanin. Il y a 4 jours, Libération titrait « Gabriel Attal a déjà un problème, il s'appelle Gérald Darmanin ». Darmanin qui reste donc ministre de l'Intérieur. Est-ce que Gérald Darmanin, il peut se montrer rétif quant à l'autorité de Gabriel Attal en tant que Premier ministre ? Gérald Darmanin doit digérer cette nomination. Voilà quelqu'un qui a des ambitions, qui ne s'en cache pas, qui espérait Matignon l'été dernier, qui a perdu un peu de terrain politique avec la loi immigration qui a été votée dans la douleur. Et puis là, évidemment, obéir à Gabriel Attal, ce n'est peut-être pas très facile. Après, je pense que tous les ministres, que ce soit lui, Bruno Le Maire ou Éric Dupond-Moretti, ils ont à cœur que le gouvernement réussisse. Je vois mal comment ils pourraient lui mettre des bâtons dans les roues. Je pense que ça ne servirait pas, et la situation est suffisamment compliquée pour que les ministres ne perdent pas de temps à savonner la planche de Gabriel Attal. Et puis 2027, c'est loin. Mais en tout cas, c'est sûr que ce sera l'une des tâches de Gabriel Attal, ce sera de tenir cette équipe avec que des personnes plus âgées que lui. Après, on va voir aussi s'il est protégé
par Emmanuel Macron, par exemple. Est-ce que si on touche à Gabriel Attal, est-ce que le président interviendra auprès des ministres? Ce sera une des choses qu'on pourra observer dans les mois à venir. Alors il y a une entrée qui a été plutôt remarquée. Alors il y a évidemment celle de Rachida Dati, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi celle de Stéphane Séjourné, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Moins de 24 heures après sa nomination, il s'est rendu à Kiev, en Ukraine. Ce déplacement, c'est une façon de montrer qu'on est dans une diplomatie de l'action. Exactement, on est dans une diplomatie de l'action. Gabriel Attal lui-même a fait déjà, je ne sais pas combien de déplacements depuis qu'il a été nommé à Matignon, au moins déjà 3, voire même 4. Donc effectivement, et il l'a martelé, Attal, c'est action, action, action. C'est ça le leitmotiv de sa position à Matignon. Et donc Stéphane Séjourné était à Kiev ce week-end, de même qu'il y a eu un déplacement avec la nouvelle ministre du Social et de la Santé, Catherine Vautrin, de même qu'il y a eu un déplacement dès le premier jour avec Gérald Darmanin, justement pour bien encadrer le ministre de l'Intérieur. Donc effectivement, le leitmotiv vraiment maintenant, ça va être on est sur le terrain, on écoute les Français et on prend des décisions. Mais pourtant, Stéphane Séjourné, il n'a pas un parcours de diplomate. Ça peut étonner cette nomination. Mais vous n'êtes pas forcément un diplomate pour être nommé au Quai d'Orsay. Il a été élu, c'est un élu européen, donc il connaît quand même un peu déjà d'une part les arcanes européennes, donc ça peut l'aider. Et puis après, on sait très bien que tout ce qui touche à l'international, à la diplomatie, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Donc surtout dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe évidemment en Israël. Et donc l'Élysée cornaque quand même beaucoup de choses, encadre beaucoup de choses autour de la diplomatie. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour cela. On va maintenant revenir en détail sur l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture, les réactions et les chantiers qui l'attendent. Tout cela, on va l'évoquer dans un instant. Mais avant cela, je vous laisse découvrir en images la passation de pouvoir avec sa prédécesseur, Rima Abdul-Malak. Vous l'avez rappelé, nous avons en commun d'incarner la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société. Nous savons l'importance d'avoir une culture en partage pour se sentir pleinement appartenir à un pays. Grâce à elle, grâce à tous nos prédécesseurs, la Ve République a permis qu'en France, la culture ne soit pas un bien comme un autre. C'est ce que nous appelons l'exception culturelle. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur. Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle. Voilà pour les premiers mots de Rachida Dati. Nicolas Georges nous a rejoint en plateau. On va revenir avec vous donc sur cette passation de pouvoir très commentée, sur l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture qui a suscité de nombreuses réactions dans le monde de l'art et de la culture, justement. Oui, effectivement, Clémentine, de vives réactions et beaucoup d'étonnements. La nomination de Rachida Dati, on peut le dire, a été une surprise, d'autant plus que l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, était très appréciée. Alors, parmi les personnalités qui regrettent ce changement au ministère, on peut citer Anne Mouglalis, Jacques Weber, Jean-Pierre Siémon, Julie Gaillet ou encore l'ex-ministre de la Culture et actuelle patronne des éditions Actes Sud, Françoise Nyssen. Rachida Dati, elle a répondu en partie à ces critiques dans une interview aux Parisiens ce dimanche. Elle estime, je cite, que la culture a besoin d'avoir un ministre avec du poids politique pour la défendre et pour la promouvoir en France comme en Europe. Voilà, comprenne qui pourra. Elisabeth, comment elle est perçue cette arrivée de Rachida Dati dans le camp déjà d'Emmanuel Macron? Alors à l'Élysée, on nous expliquait cette semaine que sa nomination, c'était surtout pour amener la culture pour tous. On rappelait le parcours de Rachida Dati, d'origine marocaine, famille de 11 enfants, partie de rien et arrivée au ministère de la Justice et qui redevient ministre. Voilà, c'est ce qu'on vendait, entre guillemets, à l'Élysée. C'est ce parcours. C'est évidemment une prise sarkozyste et puis un message apporté à droite qui a beaucoup surpris une partie de la Macronie et particulièrement l'aile gauche et qui a beaucoup surpris le monde de la culture, vous l'avez dit, et il y a beaucoup de méfiance. Après, on connaît Rachida Dati, on l'a vu au ministère de la Justice, c'est quelqu'un qui sait se battre, elle le dit, quand elle a un dossier
elle s'y accroche et elle ne lâche rien. Oui, c'est ça, effectivement. Certains saluent la personnalité franche et courageuse, le franc-parler de Rachida Dati. Et puis, il y a cette petite musique, hein, Nicolas, qu'on entend assez souvent depuis cette annonce. Une petite musique qui sonne comme un coup de gueule, on peut le dire, pour de nombreux professionnels du secteur. Ras-le-bol du turnover et des changements à la tête du ministère de la Culture. Imaginez 10 ministres différents en 17 ans, ce que réclament la plupart des personnalités du secteur. Au-delà d'un nom, c'est une politique culturelle qui s'inscrive dans la durée. Et ça, c'est pas encore gagné. Et alors, quels sont les principaux dossiers, chantiers qui attendent Rachida Dati? On le disait à l'instant, la culture pour tous, c'est effectivement le credo de Rachida Dati. Elle souhaite relancer par exemple les conservatoires municipaux accessibles à tous et à toutes, le théâtre pour les jeunes. Donc elle devrait faire des annonces prochainement sur ces sujets. Elle sera confrontée aussi à la situation financière difficile des scènes publiques et elle devra pérenniser les subventions du spectacle vivant. Les syndicats, eux, eh bien, ils attendent aussi des réponses en matière de rémunération et d'emploi. Et puis, n'oublions pas également la protection des créateurs contre les dangers de l'intelligence artificielle comme autre dossier. Et autre dossier encore hein, sur sa feuille de route qui revient année après année, c'est évidemment celui de l'audiovisuel public. C'est un dossier qui se transmet ministre après ministre. Rachida Dati se dit attachée à l'audiovisuel public. Il faut qu'il reste puissant, ce sont ses mots. Et puis deux autres dossiers sensibles. Le vote de la loi sur les restitutions de biens pillés à des pays tiers, en particulier en Afrique, et le lancement de la Maison des mondes africains. Ça, c'est sur la feuille de route. Sans oublier également l'importante thématique des violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture, mais aussi l'égalité des chances dans le secteur. Vous voyez, beaucoup de dossiers, effectivement, attendent Rachida Dati. Merci beaucoup, Nicolas Georges. Perrine, est-ce que vous pensez que sa prédécesseur, Rima Abdul Malak, a payé finalement sa prise de position sur l'affaire Depardieu? Elle avait dit, je rappelle, que Gérard Depardieu, voilà, on devait lui retirer sa Légion d'honneur. Oui, on sait que ce dossier-là, effectivement, la façon dont elle l'a géré, ça a énervé. On sait que ça a énervé le chef de l'État. Est-ce qu'elle l'a payé? Est-ce qu'elle a aussi payé ses prises de position contre Vincent Bolloré et son monde, enfin son pôle audiovisuel? Possiblement. Toujours est-il effectivement qu'elle a été très applaudie lors de la passation de pouvoir. Après, moi, je pose une question. C'est est-ce qu'un ministre de la Culture doit venir du milieu culturel? Est-ce que l'entre-soi est bon pour le ministère de la Culture? Pas forcément. Donc, attendons que Rachida Dati fasse ses preuves. On sait qu'à la justice, quand elle a été ministre, elle a mené tous les chantiers, notamment une réforme très importante de la carte judiciaire, et elle a mené vraiment ce chantier jusqu'au bout. Donc attendons de voir un peu qu'elle fasse ses preuves. Mais c'est vrai que pour l'instant, tous les syndicats du secteur culturel et tous les acteurs du monde culturel ont un peu le flingue à la main. Et puis n'oublions pas la mairie de Paris. Rachida Dati veut briguer la mairie de Paris en 2026 et elle a implicitement le soutien d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et en tout cas, ça peut effectivement, cette nomination au ministère de la Culture peut lui donner de la visibilité. Maintenant, elle va briguer cette mairie de là où elle est comme ministre de la Culture, oui. Mais alors, si elle, pour l'instant, elle reste, non, elle est exclue des Républicains. Alors, elle est exclue des Républicains. Elle voulait y rester, mais elle est exclue des Républicains. Alors tout reste, voilà, ça remet. Elle voulait pas prendre sa carte renaissance. Exactement. Elle a conservé sa carte LR, mais Éric Ciotti l'a viré. C'est évidemment un coup très dur pour les LR. Ils pensaient bénéficier de leur succès sur la loi immigration et paf, c'est la numéro 3 des LR qui part au gouvernement. Donc la tectonique des plaques bouge là pour 2026. Et Rachida Dati reste pour l'instant un électron libre. Merci en tout cas à tous les trois.